On n'a pas tout fait bien, c'est sûr. Qu'il y a des décisions qu'on a prises qui n'étaient pas forcément bonnes. Qu'il y a des décisions bonnes qu'on aurait peut-être dû prendre. Ça arrive, c'est possible. Moi, ce que je suis venu vous dire, c'est qu'on a fait de notre mieux. Vous passez toujours sous silence, et c'est un sujet qui préoccupe le Sénat depuis 2021, le sujet des reports de crédit, puisque vous nous expliquez effectivement plus, moins, vous oubliez, ou en tous les cas vous omettez de signaler qu'il y a un solde de crédit disponible dans le budget exécuté de 2023 qui vont, parce qu'ils passent sous les radars de l'autorisation du Parlement, vous les reportez au mois de mars, et excusez-moi, il y en a pour 16 milliards. Donc on se retrouve au moment où vous parlez avec un budget qui, finalement, pour l'année 2024, sera supérieur de 6 milliards au budget tel qu'il a été adopté au Parlement. Je peux vous faire une confidence, monsieur le rapporteur général? Je crois savoir que la confidence pourrait être révélée au public. Alors je vais la révéler au public. J'aime beaucoup cette audition, parce qu'elle permet vraiment d'aller au fond des sujets. Et je pense qu'elle sera utile pour nos compatriotes. C'est la seule chose qui compte à mes yeux. 60 jours, vous avez parfaitement raison. Ça souligne la brièveté de cette dégradation qui me permet de parler de décrochage. Sur les reports de crédit, je vous donne le point. Bien sûr qu'avec le Covid, avec le plan de relance, 100 milliards d'euros, c'est normal qu'il y ait eu des reports de crédit un peu plus élevés que d'ordinaire. Mais oui, nous avons tiré sur la corde. Et ce n'est pas bon de tirer sur la corde des reports de crédit. Je vous donne le point là-dessus. Je pense que plus tôt on reviendra à la normale sur les reports de crédit, mieux ce sera. Tout simplement parce que j'en reviens à la relation de l'exécutif et du législatif. Ça dépossède le législatif de son pouvoir de législateur. Donc je suis tout à fait d'accord que sur les reports de crédit, nous avons tiré sur la corde. Il est bon maintenant de le corriger. Je mets juste là aussi en regard de cette situation le caractère exceptionnel du Covid, du plan de relance et des 100 milliards. Mais maintenant, revenons à la normale. Oui, mais monsieur, vous ne pouvez pas, quand même. Vous venez de nous dire que vous avez pris les mesures qui convenaient. Donc, dont un décret d'annulation de 10 milliards qui a fait du bruit. Il n'a pas fait du bruit pour des raisons anodines. C'est que, il faut le dire, c'est le plus gros décret d'annulation depuis des années. Enfin, il faut remonter très loin, vous devez avoir la date pour retrouver un décret d'annulation. Je vais vous donner tout ça. Je vais répondre à tout ça. Voilà, de 10 milliards d'euros, c'est-à-dire presque la limite de ce qui est réglementairement faisable. Donc ça, c'est très rare. Et c'est très rare dès le deuxième mois de l'année. Parce qu'on peut comprendre des ajustements en septembre avec un décret d'annulation. Mais dès le mois de février, il y a un arrêt complet. Et vous dites 10 milliards. Alors, deux remarques. La première, c'est que quand on fait le solde de l'action, on met 16 milliards de crédits reportés, on enlève 10 milliards, on augmente le budget de 6 milliards. Tout le reste, c'est du... Voilà. Donc, il n'y a pas de mesure de freinage. Ou en tout cas, au final, la mesure de freinage est très, très insuffisante. Au final. Je vais venir aux mesures de freinage. Je rappelle juste que j'étais les seuls, et nous étions les seuls à appuyer sur la pédale de frein, avec le soutien du Sénat. Mais pour le reste, je viendrai aux positions. Pardon, mais le Sénat, oui, le Sénat, vous l'avez entendu, je vais en venir aux déclarations des uns et des autres sur les annonces que nous avons faites sur les 10 milliards. Je permets juste de terminer sur les remarques du rapporteur général. Donc les reports de crédit, je crois avoir répondu, les 60 jours également. Mais pardon, oui, je trouve, vraiment, une fois de plus, avec le Président, on partage vraiment de retrouver la liberté. Ça vous donne, je dirais, une espèce de sympathie compréhensible à l'endroit des propositions que nous avons faites avec la même sincérité et la même détermination pendant des mois, sans que jamais ces propositions ne soient retenues. Et je vais juste... Mais je l'ai reconnu très simplement et très humblement. Et je vais juste faire une remarque complémentaire. En fait, puisque vous évoquez la dégradation et la demande de projet de loi de finances rectificative que nous avons également demandé très tôt, mais on ne va pas faire la course à l'échalote à celui qui a demandé le premier parce que la situation mérite plus d'attention. Mais en fait, j'en conclus quand même
qu'à ce moment-là, dès le mois de février, vous savez, finalement, parce que vous venez de nous dire que l'objectif de déficit public à moins 4,4% est en fait inaccessible. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ce que vous dites à la télévision le 18 février. Vous venez d'évoquer le fait que vous avez déjà évoqué dans une réunion, je crois, du 6 février, 90 ans après le fameux 6 février. Donc, où est la vérité ? Pour le coup, je pense, monsieur le rapporteur général, avoir été clair, c'est exactement l'inverse. Tout ce que je veux montrer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des alertes confirmées, j'ai soit pris des décisions, soit anticipé des décisions, y compris par leur véhicule, c'est-à-dire le projet de loi de finances rectificative, qui permettait de tenir l'objectif. La note du Trésor dit très clairement, il y a une dégradation, elle se confirme, elle est renforcée par les dépenses des collectivités locales. Si vous voulez tenir les 4,4, il faut 30 milliards d'euros d'économie. Qu'est-ce que je fais? Je prépare 30 milliards d'euros d'économie. Donc je suis fondé, ayant pris sur moi d'aller présenter aux Français les mesures impopulaires, d'aller présenter les économies aux 20h de TF1 devant le grand public sans rien cacher des difficultés de notre situation de finances publiques. Je suis fondé à dire, à partir du moment où je prends sur moi les décisions difficiles, que j'anticipe un projet de loi de finances rectificative, il faut qu'on continue à tenir nos objectifs. Mais dans le même temps, je suis lucide sur le fait que la dégradation de la croissance doit nous amener à recaler nos objectifs stratégiques, et c'est ce que nous faisons dans la préparation du PSTAB, sur lequel, si vous m'autorisez, je vais venir. Dans cet échange, moi déjà, je vous avoue, et y compris, moi je ne doute pas de la sincérité, me voilà avec une confirmation. C'est l'arbitrage du président de la République. Vous l'avez dit plusieurs fois, donc l'arbitrage du président de la République, vous avez raison, l'article 39, c'est le gouvernement qui initie les lois. Enfin, on voit bien qu'à travers les entretiens qu'on a, il y a un arbitrage du président de la République. Régulier, omniprésent. Et vous avez dit, vous avez l'attachement au Parlement. Oui, mais enfin, rappelez-vous, le sénateur communiste que je suis, je vous avais alerté. Par le 49.3, vous avez pris l'entièreté de toutes les responsabilités. Donc la suite. Et vous l'avez dit d'ailleurs, oui, en février, décret d'annulation 10 milliards. Après, vous avez enlevé encore 10 milliards d'ailleurs sur la sphère sociale et les collectivités territoriales. Et vous l'avez dit. Et là, c'est des vérités politiques, financières, sans passer par le Parlement. Alors, tout à l'heure, bon, après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'en sortir, surtout quand on est prêt à arbitrer. C'est qu'on nous dit à un moment, il y a une question, ouais, il y avait des questions de temps, on n'a pas pris cette option, etc. Moi, je me rappelle, monsieur le Premier ministre, vous étiez ministre des Comptes en 2022. Un PLFR, vous en rappelez, comme moi. Vous avez déposé à l'Assemblée nationale le 2 novembre. Il a été promulgué le 1er décembre. Donc il n'y avait pas d'obstacle de temps. Moi, après, vos réformes, ça c'est le débat politique, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec votre déclaration. Pardon ? C'est le PLFR de fin de gestion. Ouais. Qui a chaque année. Ouais, bah, vous voyez, un mois, c'est un mois, monsieur le Premier ministre, c'est pas un mois de navette avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça ne peut pas être du temps perdu quand, avant, on a annulé 10 milliards et qu'on en annule encore 10 milliards dans la sphère sociale et les collectivités territoriales. Excusez-moi, je n'étais pas du tout dans cette tonalité. Mais si vous m'y invitez, je vais... Voilà, vous connaissez mes convictions et mon côté passionné, mais toujours respectueux et argumenté. Donc voilà, vous aviez la possibilité de consacrer un mois à la navette avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il y avait la possibilité, c'était mon cas, mais peut-être d'autres, d'aller chercher des recettes importantes pour l'État. C'est quand même bizarre. Après, aux législatives, par exemple, et vous l'avez fait état, là, y compris dans le débat, vous nous dites il faut aller à une taxe de rachat, des rachats d'actions. On avait avec le PLFR la possibilité de prendre déjà 0,1 point du PIB. Donc, vous voyez, ce n'est pas une polémique stérile de ma part, etc. C'est pour qu'il y ait plus de recettes pour l'État. Donc il y avait cette possibilité. Pourquoi ça n'a pas été fait? Alors là, il y a quand même un certain nombre de questions qui moi, m'apparaissent. Et voilà, quel a été l'arbitrage? L'arbitrage d'un récit politique plutôt
que des questions financières. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que nous allions rester au gouvernement? Ça, c'est pas une préoccupation qui fait les équilibres des finances de la France. C'est des préoccupations électoralistes. Elles ont leur bien fondé, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on peut pas rester, voyez, des mois comme ça dans un tunnel d'opacité. Voilà, je vous le dis en toute sincérité. Après, moi, je finis mon propos. On n'est pas loin des paradoxes. Je vous avoue que j'étais assez étonné aussi de l'échange. Parce qu'on a quand même une situation que moi, alors, je n'ai jamais connue, c'est qu'on a une mission flash avec un rapporteur général et des sénatrices et sénateurs qui sont membres d'une majorité auquel vous appartenez encore aujourd'hui. Donc, je vous avoue, je ne sais pas comment écoutent ceux qui nous écoutent, mais en gros, on vous demande des comptes. En étant dans la même majorité, vous êtes aujourd'hui ensemble. Avec, vous l'avez dit, vos 15 milliards que vous avez travaillés cet été sont quasiment repris par la majorité actuelle. Donc je dirais que je ne vais pas m'absenter, j'ai eu beaucoup d'intérêt à l'entretien, mais j'ai dit j'ai envie de laisser les Républicains et puis vous ensemble. Vous voyez, vous comprenez. Il faut toujours avoir une pointe un peu d'insolence et d'humour. Sur M. Savoldelli, là, je disais tout à l'heure que c'est mon point de vue et j'ai le droit de l'avoir, mais que je voyais assez bien les conclusions auxquelles vous souhaitez arriver dans cette mission. Je pense qu'il y en a une autre, mais j'ai le droit de penser ça, Monsieur le Président. Non. Il y en a une autre, c'est, en gros, il y a... Non, vous n'avez pas le droit de dire que l'on arrive avec des idées préconçues, parce que ce n'est pas vrai. J'ai le droit de dire que je pense... De la même façon que on ne considère pas, on considère vos propos comme ils... J'ai le droit de dire que je pense que, voilà, il y a en tout cas un souhait d'arriver sur certains points à une certaine conclusion. C'est, voilà, de la même manière que vous pouvez considérer que nous, on a d'autres intentions. Parmi ça, je pense qu'il y a cette idée qu'il y aurait... l'ombre du président de la République autour de tout ça, qui prendrait des arbitrages qu'il ne devrait pas prendre, ou qui, ça c'est dans d'autres, je pense, ou dans d'autres camps, qui refuseraient de prendre des mesures nécessaires qu'il aurait fallu prendre. Moi, je vais vous parler là aussi, comme je l'ai fait depuis le début de cette audition, de mon vécu de Premier ministre. Mon vécu de Premier ministre, c'est que les arbitrages qui ont été rendus, qui devaient être rendus par le Premier ministre, ils ont été rendus par le Premier ministre. Évidemment qu'on échange avec le président de la République et qu'on échangeait quand j'étais son Premier ministre avant que je sois amené à prendre des arbitrages. Mais je ne peux pas dire que c'est lui qui a pris des arbitrages, ça serait me défausser par ailleurs de mes responsabilités, ça serait un peu facile de ma part de faire ça. Deuxième chose, dans tout le sujet dont on a parlé ce matin et les décisions difficiles qu'on a eu à prendre sur les finances publiques, à aucun moment le président de la République n'a pas validé ou a refusé d'aller dans une proposition que je lui ai faite sur la question des économies et des finances publiques. À aucun moment, j'ai senti que je n'étais pas soutenu en tant que Premier ministre, avec mes ministres, sur la volonté de faire des économies en 2024, entre le moment où j'ai été nommé Premier ministre et le moment où j'ai quitté mes fonctions. Je parle de cette période-là où j'ai été son Premier ministre. Donc je tiens vraiment à clarifier ça. Ensuite, le PLFR dont vous parlez avec ce délai, c'est ce qui est devenu le PLFG. Et précisément, j'ai dit que je souhaitais passer par le PLFG. Donc en fait, on dit la même chose sur ce sujet-là. Enfin, sur le sujet politique, c'est vrai que la situation est un peu baroque. On ne va pas se mentir. Mais bon, moi je réponds aux questions qui sont posées et je n'ai pas de raison de douter des intentions des sénatrices et des sénateurs qui me font face, de travailler sur le fond et de regarder les mesures de façon pragmatique et les choix qui ont été faits.